Eh bien écoutez, le mois d'avril n'a pas été très productif niveau lecture, mais on a évité la catastrophe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et croyez-moi que j'ai failli ne pas en faire un parce que je crois que c'est arrivé à d'autres personnes, mais le mois d'avril ça a été pour la première fois, genre j'aime pas du tout utiliser ce terme, mais pour la première fois je peux le dire, j'ai eu une énorme panne de lecture, genre impossible de lire un roman pendant le mois d'avril. J'ai commencé mon mois d'avril en terminant Warbreaker de Brandon Sanderson. On a fait un petit live sur la chaîne de Momo, Histoire de mots. Et suite à ça, je me suis lancé dans La descente ou la chute de Basile Sandre, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Et en parallèle, je me suis lancé dans une lecture commune de Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin avec Camelot Magicadou. Eh bien, impossible de terminer ces deux livres sur le mois d'avril. Genre vraiment, j'ai pas réussi. Et ce n'est pas du tout dû aux livres en eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment très très bien et je les aime beaucoup. Mais juste, j'ai pas réussi à m'investir dans un roman, à prendre le temps de me poser pour lire un roman. Impossible, impossible. J'ai passé plus de 10 jours sans ouvrir un bouquin. Et là, vers la fin du mois, je me suis dit, allez, ressaisis-toi. Le meilleur moyen de se remettre à la lecture quand on a une petite panne comme ça et qu'on n'arrive pas à lire, c'est de lire des graphiques. Et donc, je me suis bouffé des graphiques qui commençaient à s'entasser chez moi. Et je me suis dit, allez, c'est parti, tu t'y mets, tu te lances. Et j'en ai eu plein. Et c'était vraiment pour la plupart, même pour la majorité, des très bonnes lectures. Dans le lot, il y a un ou deux petits coups de cœur. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer avec un livre que j'ai lu dans le cadre de mes interviews avec Le Furet du Nord et les librairies de Citre. J'ai pu découvrir en avant-première Le Spectateur de Théo Grosjean. Théo Grosjean, vous le connaissez certainement comme l'homme le plus flippé du monde sur Instagram. Donc j'ai lu sa nouvelle BD qui nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est muet, du moins qui ne parle pas. Mais ses cordes vocales sont fonctionnelles. Et on va le suivre de sa naissance à l'âge adulte et on va suivre sa vie qui est pas facile, sa vie de jeune garçon qui ne parle pas, qui n'a pas d'emprise réelle sur sa vie, d'où le nom de la BD, hein, Le Spectateur, parce que ouais, il est spectateur de sa propre vie, il n'en est pas acteur et ce sont les autres qui décident pour lui ce qu'il doit faire et on se rend compte à quel point la communication et le langage, c'est un facteur déterminant en fait dans notre vie et dans notre construction sociale. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit, très bien illustré. Les planches sont très très fortes. Et voilà, j'ai trouvé que Théo Grosjean avait réussi à poser vraiment une ambiance et j'ai trouvé que c'était très très efficace. J'ai beaucoup aimé le récit. La fin m'a beaucoup surpris et j'ai mis un peu de temps à l'assimiler. Mais vraiment, un très très bon livre que je vous conseille. Alors là, j'ai une version souple hein, parce que c'était une épreuve non corrigée. Mais il me semble que la version définitive en commerce est en version solide. Et si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous renvoie vers le compte Instagram du Furet du Nord. Vous allez dans l'onglet IGTV et normalement il y a le petit replay de l'interview que j'ai faite de Théo Grosjean et c'était d'ailleurs une super rencontre. Suite à ça, je me suis lancé dans une BD que j'ai achetée il y a un petit moment et que je vous avais montré dans un book haul, il me semble, je ne l'avais pas encore lu. Il s'agit de Chinese Queer de Seven. C'est publié aux éditions Sarbacane et la BD est en lice pour le prix du festival d'Angoulême. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que je me suis convaincu de l'acheter parce que ça faisait un petit moment qu'elle me faisait envie et que je ne sautais pas le pas. Chinese Queer, ça nous raconte l'histoire de Tian Fushi, qui est un étudiant chinois qui vit dans la ville de Haimen. C'est un étudiant queer, je ne saurais pas vous dire s'il est homo, hétéro, bi, parce qu'au final, il se fiche un peu des questions de genre. Donc on va juste dire qu'il est queer et qu'il se laisse porter. Et c'est un gars un peu déjanté, un peu fou, qui fume beaucoup, qui boit, qui prend un peu de drogue. Et tout autour de lui gravitent plein d'autres personnalités totalement dingues. Et Haimen, c'est vraiment une ville complètement folle. Et Tian Fushi, voilà, il fait sa petite vie d'étudiant. Il se laisse vivre, il se laisse porter. Et en fait, on va le suivre, qui cherche un peu un sens à sa vie et c'est vraiment très très bien.
C'est très cinématographique, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'aime vraiment beaucoup les planches et le dessin de Seven. J'ai été vraiment très sensible à sa manière de narrer son histoire, à sa manière de dessiner. Parfois, on sent qu'on a presque une esquisse qu'il a fait en vitesse de son personnage, et à la planche d'après, on a un truc hyper travaillé avec plein de détails, plein de couleurs. Et vraiment, c'est un mec hyper talentueux. Il maîtrise les couleurs, les trames, les angles de caméra. Bref, tout est vraiment bien étudié, bien soigné. J'ai trouvé ça très bien, très touchant. À ne pas mettre dans les mains de tout le monde, parce que le propos peut être parfois cru ou parfois compliqué à gérer. Vraiment, Tian Fushi, c'est un étudiant un peu en perdition. On le suit au début, qui sort voilà, d'un plan avec un de ses potes. Et il lui dit « Ah, attends, je vais aller nous chercher à manger. On est au beau milieu de la nuit. » Et il traverse la rue pour aller chercher à manger. Et sur la route, il se remémore des trucs de son passé. Et dans la narration, on a toujours cette construction de... On suit Tian Fushi dans un moment M, en gros. Et il n'arrête pas de penser à des choses, en fait, de sa vie. Et on a beaucoup de flashbacks dans le passé où on va rencontrer ses amis, ses proches, des personnes qu'il a pu croiser. Et au fur et à mesure du récit, bah, tout ça va prendre sens et toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter pour qu'on comprenne vraiment bah, qui est Tian Fushi, quelle est sa vie, pourquoi est-ce qu'il a ce mal de vivre. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un récit complexe, mais en même temps très bien écrit, très bien narré. Le dessin, je l'ai adoré, les couleurs, je les ai trouvées folles. Et vraiment, à la lecture de Chinese Queer, j'ai vraiment ressenti ce dépaysement. Parce que, voilà, on s'identifie quand même à Tian Fushi, parce que je pense que quand on était étudiant, on a tous vécu bah, tous les excès que Tian Fushi peut vivre. Et en même temps, il y a plein de choses, je pense, qui sont propres à la culture chinoise. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce que c'était la vie d'un étudiant queer, mais chinois. Et on se rend compte à quel point la culture et le pays peuvent vraiment changer bah, l'expérience de vie qu'on a. Et voilà, j'ai trouvé ça passionnant, c'était bien écrit, je vous le conseille vraiment et je comprends vraiment pourquoi est-ce qu'il a été nommé à Angoulême. Reste à savoir s'il gagnera le Grand Prix. Et si ça se trouve, les prix de Angoulême ont déjà été donnés et je ne le sais pas. Vraiment, les dates de festival et moi, c'est la cata. Et après avoir fait une petite excursion, après m'être baladé en Chine plutôt, bah, je me suis dit, allez, let's go, tu as plein de mangas à lire. Et donc, je me suis fait une cure de mangas et bah, tout le reste de la vidéo, ce ne sera que des mangas, je vous préviens. On va commencer avec le tome 2 de Paradise Residence de Kozuke Fujishima. Je vous l'avais déjà dit, c'est l'auteur du manga Ah My Goddess, qui est un manga un petit peu ancien. Dans Paradise Residence, qui est une saga donc en 4 tomes, donc là on est au tome 2 sur 4, on continue de suivre Hatsune, donc, qui est une lycéenne en fait, qui vit dans un genre de dortoir en fait avec d'autres filles et voilà, c'est vraiment on continue de suivre ces petites tranches de vie, ces examens foirés, ces sorties entre amis, ses vacances à la plage avec ses copines de dortoir. Et voilà, c'est hyper frais, c'est hyper sympa, ça m'a beaucoup fait sourire, ça m'a donné faim parce que ça n'arrête pas de parler de bouffe, ça donne même quelques petites idées recettes japonaises que j'ai trouvé extrêmement cool et que j'ai hâte de refaire. Et voilà, j'ai trouvé ça inspirant, hyper lumineux, ça faisait du bien de lire un petit récit de sortie, de vacances entre filles, tout ça, vraiment... ça m'a fait du bien, c'est un grand bol d'air frais. Après, on sent que Kozuke Fujishima aime beaucoup les filles. Parce que voilà, quand elles partent en vacances à la mer, il prend bien son temps pour leur dessiner des petits maillots de bain rikiki. Hein. Donc, bon, en soi, ça m'a pas gêné, mais voilà, on sent qu'il aime bien les nanas, l'auteur. Mais en soi, c'était super sympa, c'était super frais et je vous le recommande si vous avez besoin de vacances et que vous êtes un peu bloqué chez vous. J'ai continué ma lecture avec un petit coup de cœur, là, j'ai vraiment beaucoup aimé, le tome 2 de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. C'est publié chez Pika. Je vous avais déjà parlé du tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Dans le tome 1, on va suivre Yatora, qui est un lycéen un peu paumé, qui est talentueux, mais qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui se laisse porter et au final il va avoir un coup de cœur devant une peinture et il va se dire ok, c'est ça que je veux faire, c'est de la peinture à l'huile, je veux rentrer dans l'université d'art la plus prestigieuse de Tokyo parce que c'est une université publique et que j'ai pas beaucoup d'argent, et en même temps vu que c'est public et que c'est la meilleure fac, et ben c'est très select et donc il va devoir s'entraîner à fond et rentrer dans une classe préparatoire pour préparer cet examen d'entrée à la faculté de Geidai, je crois, je ne sais plus.
Gaidai, c'est cette fac-là. Oh, je sais plus, je mélange les noms de fac, mais voilà. En gros, l'université d'art la plus prestigieuse du Japon. Dans ce tome 2, on suit Yatora, donc, qui est en classe prépa et qui continue de s'entraîner pour son concours. Et vraiment, c'est toujours aussi bien. Je trouve que vraiment, ce manga est très intelligent. Les personnages sont vraiment hyper bien, ils sont bien construits, ils sont bien creusés, ils sont passionnants. J'aime beaucoup toutes les références à l'art, toutes les explications autour de qu'est-ce que c'est que l'art, comment est-ce qu'on apprend l'art, rentrer dans une école d'art, est-ce que c'est montrer qu'on a du talent ou est-ce que c'est répondre à un cahier des charges précis de ce qu'on attend de toi en tant qu'étudiant d'art. Vraiment, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, le dessin il est génial. Yatora, il est grave mignon en plus, donc moi franchement je suis preneur. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce manga. C'est le tome 2 et c'est déjà une petite saga coup de cœur. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Et tous les autres tomes, je ne sais pas du tout il y aura combien de tomes dans cette saga, je pense qu'elle n'est même pas encore terminée au Japon, mais je comprends qu'elle ait été aussi primée et qu'elle soit aussi plébiscitée, parce que vraiment c'est très bien, c'est passionnant, donc vraiment vivement le tome 3, et si vous ne vous êtes pas encore lancé, qu'attendez-vous, vraiment, c'est une petite pépite, c'est un petit bijou. Et on continue avec un autre manga, et là pareil, manga coup de cœur, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Petite pépite, première partie d'un manga d'une série donc en 2 tomes, et il s'agit de L'île entre deux mondes de Asuka Ishii. C'est publié chez Pika dans leur collection Pika Graphique, donc leur manga en grand format, et vraiment, quel petit bijou, quelle bonne surprise, quel coup de cœur. Dans ce manga, on va suivre l'histoire de Tatsumi. Tatsumi qui est donc ce monsieur-là qui retourne sur l'île de Aoshima, une île au large du Japon. Et Tatsumi, quand il était jeune, en fait, il est né sur cette île. Il a grandi sur cette île pendant quelques années, mais pas longtemps, genre 4-5 ans, je crois, avant de retourner en métropole. Je crois qu'il vient de Tokyo. Et il obtient son diplôme de professeur et il est muté à Aoshima, l'île de son enfance. Donc il revient après 20 ans d'absence. Et quand il arrive sur l'île, il se retrouve confronté vraiment à une île où la nature prédomine, où les habitants sont très respectueux de la nature, ils sont habitués à plein de rites, à plein de croyances qui sont vraiment propres à cette île. Et donc il va vraiment retomber dans un folklore qu'il avait complètement oublié quand il était enfant. Il faut savoir que Tatsumi, il a perdu sa maman quand il était jeune, et donc ça va être très émouvant pour lui de retourner dans la maison de son enfance, parce qu'il va récupérer son ancienne maison. Et voilà, il va se retrouver confronté à son passé, à un folklore dont il ne se souvenait plus, à des habitants très ouverts et qui ont... On a l'impression qu'ils cachent un petit secret, rien de sombre, mais voilà, ils savent des choses sur Tatsumi que lui-même ne sait pas. Il y a un genre de magie environnante, ambiante. Ça m'a beaucoup fait penser au manga Holic de Clamp que j'adore et dont je suis complètement fan. Mais ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est ésotérique, mais dans le sens très lumineux du terme. La magie et les esprits sont profondément bienveillants et on sent qu'ils poussent et qu'ils portent Yatora vers un destin ou un futur qui l'attend. Et vraiment, j'ai trouvé ça très beau, très poétique, très bien écrit. Le dessin, il est juste magnifique. Et vraiment, j'ai très hâte de lire le tome 2. Mais ce tome 1, vraiment... c'est un petit bijou, c'est une petite perle. Vraiment, je le disais tout à l'heure pour Paradise Residence. Alors pour Paradise Residence, on est dans un registre très comique et très amical. Mais si vous avez besoin de vous dépayser, de vous retrouver près de la mer, dans un Japon inconnu presque, avec un folklore très poussé, plein de croyances, quelque chose de très lumineux, et vraiment si vous avez besoin de vacances, lisez L'île entre deux mondes, c'est un petit bijou, vraiment moi j'ai adoré, je suis tombé sous le charme dès le début de ma lecture, les planches sont vraiment magnifiques, le style de dessin m'a beaucoup plu, tout est beau dans ce manga, donc je vous conseille 1000 fois de vous lancer, et vraiment moi je n'en peux plus, j'ai trop hâte d'avoir le second tome, et en plus c'est une saga hyper courte, donc vraiment quel plaisir de lire la suite, j'ai vraiment très hâte. On continue avec des suites de mangas. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de ma lecture du premier tome de Magic Knight Riders, donc des mangaka Clamp. Et là, j'ai lu les tomes 2 et 3, qui sont aussi parus chez Pika, que j'ai reçu en service presse. Je vais pas vous en dire trop pour pas vous gâcher la surprise. Je vous fais un petit rappel du tome 1. Dans le tome 1 de Magic Knight Riders, on va suivre 3 lycéennes tokyoïtes
qui vont se retrouver comme ça, d'un claquement de doigts, bombardé dans l'univers de Sephiroth. Le monde de Sephiroth, c'est un monde qui est dominé et bercé par la magie. La gardienne de ce monde, c'est la princesse Émeraude. Sauf que la princesse Émeraude s'est faite capturer, et donc le monde de Sephiroth fait face à un grand danger. Et il y a une légende qui dit qu'un jour arrivera sur le monde de Sephiroth, avant qu'il ne soit voué à sa perte, eh bien, 3 guerrières, les Magic Knight Riders, qui viendront d'un autre monde, et dont le destin sera de sauver la princesse Émeraude et le royaume de Sephiroth. Vous vous en doutez, ces 3 lycéennes tokyoïdes, ce sont voilà, les élus, les Magic Knight Riders. Donc dans le premier tome, on a vraiment une grosse intro à cet univers et aux enjeux. Et dans les tomes 2 et 3, eh bien, nos 3 héroïnes, elles vont devoir devenir plus puissantes afin de pouvoir sauver la reine Émeraude. Et donc, on va les suivre un peu dans leur périple, dans leur entraînement, pour retrouver des épées magiques qui leur serviront à libérer la princesse Émeraude du joug de son, comment dire, de la personne qui l'a enlevé, de son kidnappeur, si on peut dire ça comme ça. Et elles vont tout faire pour délivrer la princesse Émeraude. Je vous avais dit pour le premier tome que j'avais trouvé ça bien, un petit peu longué et un petit peu convenu comme scénario. En même temps, Magic Knight Riders, c'est un manga assez ancien des Clamp, et là c'est une réédition qui sera donc en 6 tomes d'ailleurs. Et au final, je n'avais pas tort quand je vous ai dit qu'il fallait faire confiance aux Clamp et que le récit allait décoller, parce qu'on a un tome 2 qui continue un peu dans ce schéma assez convenu de « il faut qu'on devienne plus puissante pour sauver la princesse ». Et le tome 3, vraiment, je pense que c'est le pilier de la saga, parce que, voilà, il se passe un gros truc qui fait que pas mal de choses sont remises en question et qu'on se rend compte que les Clamp vont certainement nous emmener beaucoup plus loin que ce à quoi on s'attendait, que ce dont l'on s'en... Oh, je sais plus parler. Les Clamp vont nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on avait cru. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les Clamp m'ont encore une fois beaucoup surpris et en bien. De toute manière, je leur fais une confiance aveugle. Elles sont tellement fortes pour construire des récits bien ficelés que c'était sûr que ça allait partir un peu en cacahuète. Et en parlant d'ailleurs de suite de manga, j'ai aussi pu lire le 3e tome de Sailor Moon Eternal Edition, donc cette réédition en hardback. Et j'ai beaucoup aimé. Dans ce tome 3, on suit le 2e arc de la saga Sailor Moon, qui est l'arc Black Moon. Donc dans cet arc, on a une secte venue de l'espace qui vénère un astre démoniaque et qui exerce une puissance très obscure en fait sur ce qui l'entoure. Et donc les guerrières Sailor vont devoir défaire un peu cet ennemi et cette secte maléfique. Et dans cet arc, on a l'apparition d'un nouveau personnage qui est Chibi Usa. Je ne vous dis pas qui c'est si vous ne connaissez pas du tout Sailor Moon, mais voilà, c'est une nouvelle guerrière que je trouve hyper attachante et que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, c'est toujours autant un plaisir de redécouvrir les aventures de Sailor Moon. Et moi, je n'ai jamais lu tous les mangas, et en fait, pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers arcs. Donc vraiment, je me languis de recevoir le tome 4, qui sera la fin de l'arc Black Moon, parce que après, je ne découvrirai que des nouvelles histoires que je ne connais absolument pas. Donc vraiment, j'ai très hâte. Et d'ailleurs, ce tome 3 aussi signe l'apparition de Sailor Pluto, que j'aime aussi énormément, donc qui se réfère à la planète Pluton. Et voilà, si vous avez envie de retrouver le manga de votre jeunesse, ou si vous avez envie de découvrir un manga culte que vous n'avez jamais lu, je ne peux que vous recommander la lecture de Sailor Moon. Et on va terminer cette update lecture avec une relecture ainsi qu'une nouvelle lecture, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, je crois, 2019, non, 2019, lors de l'automne 2019, pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu le premier tome de Dragon Head de Minetaro Mochizuki aux éditions Pika, encore, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette vidéo est entièrement sponsorisée par Pika. Oui, presque. Écoutez, ils font des publications tellement top que faut bien que je vous montre tout. Hein. Et donc, j'avais lu le premier tome de Dragon Head que m'avait offert à l'époque Paper Palace. Et je l'avais adoré, c'était beaucoup trop bien. Sauf que, comme un nigo, je n'avais jamais pris le temps d'acheter la suite. Manga qui est en 5 tomes. Et donc voilà, j'avais que le premier. Et les éditions Pika Graphics sont en train de rééditer Dragon Head dans le même format. Ils ont juste mis à jour les couvertures. D'ailleurs, j'aimais beaucoup cette typo un peu jaune. Et là, ils ont inversé. Et c'est les illustrations qui sont devenues jaunes. Et l'écriture est blanche. Et les livres sont entièrement noirs.
Et donc voilà, j'ai reçu le tome 2 en service presse et je me suis dit, clairement, ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 1, on va d'abord le relire. Et donc, je me suis attardé à la relecture du tome 1 pour ensuite enchaîner sur le tome 2. Et qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part que le temps est long et que j'ai très hâte de lire le tome 3, maintenant que j'ai lu les 2 premiers. Pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, Dragonhead, ça va nous raconter l'histoire de Teru. Teru qui est un jeune collégien, je crois, ou il est genre à l'école quoi. C'est un japonais, il rentre un jour d'un voyage de classe en train, donc avec toute sa classe. Et en passant sous un tunnel, il y a un événement cataclysmique qui se produit, on ne sait pas ce que c'est, un tremblement de terre, un volcan, une attaque, une explosion atomique, on ne sait pas. Toujours est-il que le train va dérailler, que le tunnel va se retrouver complètement bouché et que Teru va se retrouver, enfin il va se réveiller au milieu du cadavre de l'intégralité de ses camarades. Il est pour l'instant le seul survivant de ce train qui déraille et il va bien flipper et à juste titre, il va essayer de survivre tant bien que mal avant de retrouver Nobuo, Nobuo qui fait partie d'une autre classe qui était un petit peu plus loin dans le train et qui lui aussi a survécu. Et très rapidement, ils vont trouver une 3e personne, une jeune fille dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui est aussi survivante. Et donc ils vont se retrouver à 3, complètement bloqués dans ce tunnel fermé. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Ils transpirent tous à grosses gouttes. Ils n'ont pas de vivres, ils ont à peine un petit peu d'eau pour survivre. Et Nobuo est en train de devenir complètement fou. Il vénère une entité qu'il est persuadé d'avoir vue dans le noir. Il devient complètement fou dangereux, psychopathe. Et on a vraiment une atmosphère très angoissante et très crispante. Vraiment, je me mets à la place de ces 3 personnes qui sont enfermées dans ce tunnel où il se passe des choses vraiment pas normales et hyper flippantes. Et vraiment, j'ai eu une sensation de malaise profond pendant toute ma lecture du 1er tome et du 2e tome. On se rend compte que vraiment l'humanité peut sombrer dans la folie tellement rapidement en fait quand elle est totalement coupée de ses repères. Et donc voilà, on va suivre ces 3 personnes qui tant bien que mal vont essayer de sortir de ce tunnel. Et je vous avoue que je n'ai pas cœur à vous parler en détail du tome 2, c'est assez compliqué parce que j'ai un peu peur de vous spoiler. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous voulez pas du tout être spoilé et que vous ne voulez rien savoir, je vous mets un petit timecode ici en dessous et vous pouvez aller directement à ce timecode là si vous voulez squeezer le moindre détail de l'histoire. Voilà, normalement ceux qui ne voulaient pas savoir sont partis et ceux qui sont restés, je peux donc vous dire que dans ce tome 2, en fait, on va suivre eh bien, nos petits écoliers qui ont finalement réussi à sortir en fait, du tunnel. Donc vraiment, le huis clos dans le tunnel, c'est juste le tome 1. Et dans le tome 2, ils vont se retrouver face à un Japon totalement brisé, en ruine, avec pratiquement aucun survivant, quelques enfants par-ci par-là, des enfants qui ont eux aussi sombré dans la folie, et des militaires totalement dingues. Et voilà, ça va être une grande bataille pour la survie, et en même temps, pour quelle survie? Parce que le pays est tellement ravagé, et ils ne savent tellement pas ce qui a bien pu se passer, que on a vraiment ce désespoir qui nous suit pendant l'intégralité du livre, parce qu'on se dit, mais à quoi bon survivre? À quoi bon essayer de survivre quand le monde est en ruine, qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus personne, tout le monde est mort, les villes sont vides, le pays est en ruine. Est-ce que seulement le pays est en ruine? Est-ce que le monde est en ruine? On ne sait pas, et vraiment, il y a cette sensation de désespoir total à la lecture du tome 2, que j'ai beaucoup aimé, c'est très bien écrit, le dessin est génial, il est extraordinaire, et j'ai vraiment passé un très bon moment, et en même temps, c'est très angoissant, très crispant, mais clairement, je me demande comment tout ça va finir, qu'est-ce qui peut bien se passer dans les 3 prochains tomes. Vraiment, je suis pris par le suspense et j'ai vraiment très hâte de voir le tome 3 sortir. Bon, et bien voilà pour ce petit résumé de toutes mes lectures du mois d'avril. Comme vous le voyez, ça a plutôt mal démarré, j'ai pas lu de roman, mais tous ces graphiques m'ont remis vraiment dans ce plaisir de la lecture, et donc j'espère pour le mois de mai reprendre les romans à fond et d'avoir plein de choses à vous montrer pour l'update lecture du mois prochain. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces quelques graphiques, et peut-être que ça vous aidera si vous aussi vous êtes un peu en panne de lecture à vous y remettre. Là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!